Je présente aussi notre conférencier de ce soir, Pascal Chauchefoin, qui est à ma gauche, maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Poitiers, chercheur au laboratoire du Centre de recherche sur l'intégration économique et financière et directeur du master développement économie locale. Pascal Chauchefoin a piloté les travaux des 21 élèves du master 2 en économie locale qui ont accompagné le Conseil de développement depuis un mois sur un certain nombre de travaux. La volonté des élus du Grand Angoulême a été, à travers son territoire et les acteurs de ce territoire, d'avoir une politique à la fois de maîtrise des dépenses publiques, mais aussi une politique de grands projets, de partenariats, ce qu'on appelle aujourd'hui les partenariats publics-privés, pour arriver à développer le tissu économique local face aux enjeux qui nous attendent, les enjeux de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, qui nous placeront à mi-chemin entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et qui feront que demain, notre bassin d'emploi a des opportunités à saisir qu'il nous faut anticiper dès maintenant. Je crois que l'intérêt également de ce mode de gouvernance, à savoir la démocratie participative, c'est d'associer tous les acteurs du territoire à la décision politique, de faire en sorte que les élus, à partir des compétences qui existent sur le territoire, à partir des projets qui sont les leurs, associent les forces vives, les forces économiques, la population, nos concitoyens, aux décisions qui seront prises et au futur développement de cette agglomération. Le travail du Conseil de développement se situe justement dans cette dynamique qui veut que, sur la base de la représentation qui est la sienne, on puisse donner aux élus, et je crois que la présence de M. Chauchefoin et la présence d'étudiants, là aussi en master, permet de voir que ce rayonnement du Conseil de développement s'élargit. C'est à partir de cette expertise que nous pourrons, nous les élus, prendre les décisions qui s'imposent pour anticiper ces mutations économiques. Les crises bancaires accompagnent toujours les crises économiques, avec des ampleurs variables, mais les crises bancaires ont toujours existé. Autre difficulté qui vient noircir le tableau et qui est nouveau et qui va annoncer cette mutation économique, c'est la difficile coordination internationale. Et là, je voudrais souligner évidemment ce que tout le monde constate, c'est-à-dire qu'on dit qu'on a un grand marché européen, on dit qu'on a un grand commerce international, on dit qu'on a des échanges internationaux qui font de la croissance mondiale, on dit qu'on a des entreprises qui sont multinationales et qui fonctionnent donc à l'échelle plurination, mais la régulation ne suit pas. C'est-à-dire que quand on regarde au niveau des pays européens, on n'a pas tout mutualisé. Alors on a mutualisé notre monnaie, voilà, et on a une banque centrale européenne, mais on n'a pas mutualisé nos budgets, ou en tout cas on n'a pas coordonné nos budgets, parce que là on dit non, tu ne regardes pas mes comptes, ça ne te regarde pas, on est partenaire, mais qu'à un certain niveau. Et donc on voit bien que là on est devant ce dilemme, c'est-à-dire qu'on a chaque fois un temps de retard, c'est-à-dire les marchés nous disent mais attendez, le fonctionnement il est international, mais attendez, regardez ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis tel que je viens de vous le dire, et les instances de régulation, elles ont toujours un temps de retard, et elles pédalent derrière, et finalement elles doivent s'ajuster avec les dégâts que l'on sait. Donc on est dans cette situation-là où l'économie effectivement fonctionne de manière intégrée, et les décisions politiques ne sont pas intégrées. Troisième élément qui doit évidemment tous nous toucher, c'est qu'on a un développement très important pendant cette crise des inégalités sociales. Entre les 10% les plus riches aux États-Unis et les 10% les plus pauvres, il y a x6. Donc on a un écart de 1 à 6 aux États-Unis. En France, on a un écart de 3,5 entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Mais ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on mesure? On mesure du revenu. On mesure éventuellement du patrimoine. Alors le patrimoine, c'est le facteur d'inégalité le plus important en France. Bon. Mais ce n'est pas ça, en fait, la vérité. On va le voir, vu le fonctionnement des entreprises aujourd'hui, vu le fonctionnement de l'économie aujourd'hui, vu le fonctionnement du marché du travail aujourd'hui, l'inégalité la plus grande, la plus difficile à gérer, est celle qui se reproduit d'elle-même, c'est l'inégalité économique, c'est l'inégalité sociale dans les réseaux sociaux, dans les relations sociales, et c'est évidemment aussi l'inégalité culturelle. Que faire pour les décideurs locaux? Que peut préconiser le Conseil de développement? Bon, je ne déflore pas ce que vont dire nos étudiants le 15 décembre, mais
Bon, on voit bien, si vous voulez, dans la compétition que se livrent les territoires pour essayer d'attraper de la richesse. Il faut éviter de se faire concurrence sur des ressources que tout le monde a. Développer le dialogue social, le président Lavaux en parlait dans son introduction, il faut absolument qu'on arrive à mieux savoir ce qui se passe dans les entreprises, non pas pour percer les secrets industriels, non pas pour connaître les stratégies des groupes, mais pour anticiper les mutations le mieux possible, donc dans le respect des intérêts mutuels. Le business, c'est le business, on ne le met pas sur la place publique, ça a toujours été, c'est comme ça. Mais en même temps, la gestion des compétences nécessite d'y voir clair sur le long terme, enfin, le mieux possible. Et donc, le dialogue social territorial, il est construit quotidiennement dans les entreprises, il doit pouvoir se généraliser, et ce que fait le Conseil de développement, il participe évidemment beaucoup. Monique Knapp, je suis un membre du Conseil de développement. Ce qui m'a un petit peu, enfin, j'aimerais avoir un peu plus d'explications, si vous les avez, sur ce choix français, ce choix allemand, le choix allemand de faire du haut de gamme et le choix français qui a été de faire des produits de moyenne gamme, qui fait qu'en fait, bon, on s'en sort pas si bien. Est-ce qu'on a des explications politiques ou techniques? Voilà, c'est une question que j'aurais aimé un peu creuser. L'Allemagne a une stratégie depuis une quinzaine d'années qui est une stratégie très spécifique de compétitivité, qui est à interpréter avec précaution, parce qu'ils ont sauvé leur modèle pour l'instant, mais ça a été largement non coopératif. Donc ma question c'est, est-on condamné à subir cette mise sous perfusion? Bon, on voit que le modèle allemand n'est pas parfait non plus, qui travaille sur les PME, j'ai bien compris. Mais est-ce que effectivement on est condamné à regarder nos emplois industriels partir sur ces pays-là? Bon, on dit la Chine, mais demain, voilà, c'est le Pakistan ou l'Inde. Donc, quelle solution? Moi, je dirais effectivement, voilà, vous avez bien résumé le propos. Aujourd'hui, c'est la Chine, et encore massivement. Demain, ce sera un autre pays. Sur la compétition en coût, on ne sera jamais gagnant. Bon. Il ne faut pas se lamenter d'essayer de bien rémunérer nos salariés. Simplement, il faut que l'entrepreneur il arrive encore à faire des marges. Bon. Donc, la question, à mon avis, elle est effectivement du côté de la maîtrise des coûts. Et là, la maîtrise des coûts, c'est effectivement des gains de productivité. Donc, il faut absolument qu'on retrouve un appareil productif, un outillage industriel qui soit plus performant que ce qu'on a.